Depuis son lancement début 2019 en Europe, la Tesla Model 3 est souvent considérée comme la référence en matière de voitures électriques. 4 ans et demi plus tard, Tesla arrive avec une version améliorée de sa berline 100% électrique. Que vaut-elle du coup en 2024? Est-ce toujours une excellente proposition ou au contraire, est-ce qu'elle a des petits défauts? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet essai XXL. Ça sera une très longue vidéo pour vous présenter en détail ce millésime 2024 de la berline électrique de la marque américaine. Au programme aujourd'hui, un essai complet. Je vais passer en revue tous les points que vous devez savoir sur la Tesla Model 3, ses avantages, ses inconvénients, quel est mon avis à la conduite de ce véhicule. C'est une voiture que je connais bien parce que je suis moi-même propriétaire d'une Tesla Model 3 depuis bientôt 2 ans. Donc je connais les avantages et les inconvénients de ce véhicule. Je vais vous partager tout ça dans cette très longue vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va tout de suite commencer. Premier élément, les caractéristiques techniques de cette version 2024. On essaye aujourd'hui la version Long Range Dual Motor. Elle a beaucoup de puissance. Tesla ne communique pas la puissance officielle de ses véhicules en chevaux. Tout ce qu'on sait, c'est leur accélération. Ici, on est sur 4 secondes 4, le 0 à 100. C'est un excellent score. On dispose d'une excellente autonomie jusqu'à 629 km en norme WLTP, donc c'est la norme officielle. Bien entendu, on n'arrive pas à une autonomie comme ça dans la pratique. Je vous parlerai dans cette vidéo de l'autonomie réelle que je peux atteindre avec cette voiture. J'en ai fait aussi une vidéo détaillée, comment se passe un long trajet en Model 3. C'est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et au catalogue, il y a aussi une version propulsion qui développe un peu moins de puissance, environ 280 chevaux, un 0 à 100 abattu en 6,1 secondes et qui a plus de 500 km d'autonomie officiellement. C'est aussi un excellent score pour la version d'entrée de gamme. Donc ce qui différencie ces deux versions pour l'instant, c'est justement propulsion ou 4 roues motrices. Le 4 roues motrices sera plus adéquat sur la neige. Ceci dit, j'ai quand même fait une vidéo à bord de ma Model 3 propulsion sur neige. Elle se débrouille très bien tant qu'on a des bons pneus neige. Ça fait quand même le travail, mais c'est vrai qu'un 4x4, c'est quand même un peu mieux sur la neige. Mais si on va de temps en temps en vacances au ski, par exemple, ça fera largement l'affaire en Model 3 propulsion. Et l'autre différence majeure, c'est la puissance. 4 secondes 4 ici sur le 0 à 100 contre 6,1 secondes. C'est vrai que la différence, elle est quand même notable. Mais la Model 3 propulsion a déjà une excellente accélération compte tenu de son prix aussi. D'ailleurs, en parlant des tarifs, c'est assez intéressant. Tesla propose un excellent rapport qualité-prix sur ses véhicules. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant les tarifs de cette Model 3 parce que premièrement, les tarifs changent assez fréquemment. Et deuxièmement, je sais que vous êtes de plusieurs pays à regarder ma chaîne YouTube, France, Suisse, Belgique, Canada. Donc je vous laisse aller voir sur le configurateur de votre pays pour voir les tarifs de cette Model 3. Ce que je peux dire, c'est que le tarif au comptant, donc le prix net qu'on paye à la fin, il est excellent. Par contre, au niveau des offres en leasing, en location longue durée, etc., d'autres marques font des offres un petit peu plus attractives peut-être, même avec un prix catalogue qui est un peu plus élevé que cette Model 3. Je vous laisse aller comparer les tarifs sur le site de Tesla, mais aussi chez d'autres marques pour vous faire une idée du tarif. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les tarifs bougent assez fréquemment. Chez Tesla, on peut avoir des fois certains rabais, certaines primes, surtout sur les véhicules en stock. Pour ça, on peut aller directement sur la page de Tesla, sur le site officiel et voir les véhicules qui sont en stock ou en transit. Et là, potentiellement, parfois, on peut tomber sur des bonnes offres avec des petits rabais. À noter que Tesla propose aussi un lien de parrainage. Si vous passez commande d'une Tesla, vous pouvez passer via un lien de parrainage, ce qui vous fera bénéficier de rabais ou peut-être de kilomètres de supercharge gratuite, etc. Ça dépend aussi là de la saisonnalité. Et maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, laquelle choisir? Propulsion, long range, attendre la version performance ou Ludicrous qui pourrait peut-être arriver bientôt? C'est une question quand même assez délicate, ça mérite réflexion. Je peux vous parler des plus grosses différences entre ces modèles. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, l'autonomie. C'est vrai que la long range aura environ, je dirais, 50 à 80 km d'autonomie réelle en plus que la propulsion. Elle est plus puissante, c'est une 4 roues motrices et c'est à peu près tout. Elle peut recharger plus rapidement en pic, donc la puissance de recharge, 250 kW sur la long range contre 170 kW maximum sur la propulsion. Par contre, la courbe de recharge, donc le fait que la voiture garde une puissance de recharge élevée sur toute la durée de la recharge, elle est meilleure sur la version propulsion que sur la long range. C'est-à-dire que sur la propulsion, on fera une recharge en 10 et 80% en environ 23-24 minutes contre environ 30 minutes sur cette long range. Bien évidemment, cette long range, elle aura plus d'autonomie que la propulsion, mais sur long trajet, les différences ne sont pas phénoménales entre la propulsion et la long range, justement car la propulsion a une bien meilleure autonomie qu'auparavant. Quand elle est sortie en 2020, je crois, elle avait 408 km d'autonomie officielle. Maintenant, on arrive à plus de 500 km, c'est quand même bien mieux qu'il y a 3-4 ans. Un petit mot sur la recharge, donc 250 kW en pic, c'est très bon, ou 170 kW pour la propulsion. On dispose d'une trappe de recharge automatique qui se ferme automatiquement, ça c'est super pratique justement. On n'a pas de risque de conduire avec la trappe ouverte, ça c'est très bien. Et puis en courant alternatif, donc la recharge plutôt lente, la recharge qu'on fera majoritairement quand on a une voiture électrique, c'est la recharge qu'on fait par exemple à domicile ou sur son lieu de travail.
Les Model 3 peuvent recharger à une puissance de 11 kW, c'est-à-dire qu'en 1 heure, on va récupérer 11 kWh, ce qui équivaut à environ 60 km d'autonomie. Donc une recharge complète durera environ 6 heures sur la propulsion, environ 7h30 sur la version long range. Voilà tout au niveau de la recharge de ces Model 3. Sur la propulsion, c'est un excellent score compte tenu de son tarif. Sur la long range, qui est quand même un peu plus cher, eh bien, je dois dire que c'est dans la moyenne, environ 30 minutes pour une recharge rapide. C'est cohérent, c'est très bien sur long trajet. On ne devra pas attendre sur la voiture non plus quand on fait des longs trajets. Par exemple, cet été, on est parti en vacances jusqu'à Faro, dans le sud du Portugal. C'était un road trip de 2000 km en Tesla Model 3 de 2019, donc encore une ancienne technologie quand même. Et puis le road trip s'est extrêmement bien passé. On a un excellent planificateur d'itinéraire. La voiture nous affiche les bornes sur lesquelles on peut s'arrêter en chemin. Et puis surtout, on dispose de l'excellent réseau de recharge Tesla Supercharger qui est parfois réservé aux Tesla ou qui s'ouvre à la concurrence. Maintenant, il y a environ, je dirais, la moitié ou 2 tiers des chargeurs qui sont ouverts aux autres voitures électriques. Mais pour l'instant, certains chargeurs sont encore réservés exclusivement à Tesla. Et puis, c'est super. On arrive au superchargeur, on branche. On a même un petit bouton sur le pistolet pour ouvrir la trappe de recharge à distance. Donc ça, c'est génial. On presse le petit bouton, on branche, la voiture recharge au bout de 10 secondes, la charge est lancée. Et ça fonctionne du premier coup, c'est super facile, on ne se pose pas de questions et ça, c'est génial. Si on a une voiture électrique d'une autre marque, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. Il faut utiliser des cartes de recharge RFID, des applications mobiles. On peut payer des fois par carte bancaire, mais c'est encore pas vraiment répandu. Ça va bientôt changer. Mais pour l'instant, si on cherche une voiture électrique sans prise de tête sur long trajet, c'est Tesla qui reste les meilleurs parce que justement, on arrive, on branche, ça charge et terminé. C'est aussi simple que ça. Chez les autres marques, ça fonctionne aussi très bien, mais des fois, il y a des petits problèmes de recharge comme on l'a vu récemment sur ma chaîne YouTube. Donc, chez Tesla, on arrive, ça charge, c'est validé, c'est super facile, mais il faut sortir de l'autoroute. Les superchargeurs ne sont pas sur autoroute. Voilà, c'est un choix à prendre. Surtout que les superchargeurs sont très bon marché. Actuellement, environ 35 centimes d'euros en France. C'est excellent. Et comme on consomme environ 18 kWh au 100 km, ça fera environ 6 euros des 100 km sur long trajet. C'est un tarif imbattable dans le marché de la voiture électrique, mais aussi et surtout de la voiture thermique. Vous l'aurez compris, c'est bon marché de rouler en voiture électrique, surtout si on peut charger chez soi. Par exemple, avec une installation photovoltaïque comme on a dans notre cas à la maison, on recharge pratiquement gratuitement vu qu'on recharge au soleil. Donc la voiture électrique, c'est au top, on a très peu d'entretien et l'énergie coûte pas cher. Certes, c'est peut-être potentiellement des fois un peu plus cher à l'achat qu'une voiture thermique, mais en l'occurrence, cette Model 3, si on cherche une voiture autant puissante sur une voiture thermique, c'est compliqué de trouver quelque chose moins cher en essence, il me semble, avec 480 chevaux. Je ne sais pas. À voir. Donnez-moi des exemples si jamais vous en avez sur des véhicules neufs. Dans tous les cas, c'est très pertinent d'un point de vue financier. Voilà tout au niveau de la recharge. Je crois que j'ai fait le tour. On va passer maintenant au design de cette voiture rapidement. C'est parti. Bon, alors vous le savez, le design c'est très subjectif. Je ne vais pas forcément vous donner mon avis sur ce véhicule, mais je vais vous partager quelques éléments de design qui sont intéressants sur cette Model 3. La face avant est très plongeante, donc on aura un très bon coefficient CX, un coefficient de pénétration dans l'air. Donc c'est une voiture très efficiente justement grâce à sa forme aérodynamique. Surtout sur autoroute, c'est une voiture qui a fait ses preuves. Elle consomme très peu d'énergie par rapport à la concurrence. On a des feux assez effilés, à l'avant une nouvelle signature lumineuse par rapport à l'ancienne Model 3. Les feux ne sont pas à technologie Matrix LED, ça c'est un petit peu dommage. On a juste des feux adaptatifs qui s'allument ou s'éteignent en fonction du trafic qui vient en face. Ça ne fonctionne pas d'une manière géniale quand même, il faut le reconnaître. Mais les feux, ils éclairent plutôt bien sans être exceptionnels. C'est vrai que des feux qu'on peut avoir sur un Skoda Enyaq, par exemple, des feux Matrix LED, fonctionnent un peu mieux de nuit, c'est quand même bien plus pratique. Mais voilà, ce n'est pas un point rédhibitoire non plus pour cette Model 3, surtout sur la propulsion qui a un tarif quand même extrêmement compétitif. Par contre, à l'avant, là c'est un peu dommage, vous le voyez, on n'a pas de capteur de stationnement. Et oui, Tesla a décidé de les supprimer fin 2022 de tous ses modèles. Les aides au stationnement sont disponibles uniquement via Tesla Vision. Tesla Vision, en somme, c'est des caméras qui sont disposées tout autour de la voiture, qui scannent leur environnement et qui estiment la distance avec les objets qu'on peut rencontrer. J'ai fait une vidéo détaillée sur ces capteurs de stationnement, j'ai fait le test avec cette Model 3. Sans capteur, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il faut faire très attention, surtout au début quand on ne connaît pas vraiment les dimensions de la voiture. En plus, elle braque pas très bien. Donc justement, sans ces capteurs, c'est un peu délicat quand même. Des fois, la voiture fait des grossières erreurs. Des fois, elle nous dit stop alors qu'il reste encore 50 cm. Ou des fois, elle nous dit pas stop alors qu'il y avait par exemple un poteau devant qu'on n'aurait potentiellement pas vu. Voilà, c'est tout pour Tesla Vision. C'est tout pour cette face avant. De série, la Model 3 est livrée avec des jantes en 18 pouces avec des caches aéro qu'on peut enlever pour laisser apparaître une très belle jante en somme, en gris un peu anthracite comme ça, c'est assez joli. L'avantage de ces caches aérodynamiques, c'est qu'ils sont justement
aérodynamique, c'est-à-dire que la voiture justement va consommer moins d'énergie avec ses caches aéro. En option, on peut choisir des jantes en 19 pouces avec un autre design. C'est assez cher et puis c'est pas forcément recommandé d'un point de vue énergétique vu qu'on va consommer un peu plus d'énergie. D'un point de vue financier non plus, à l'achat c'est cher et surtout en pneumatique aussi, ça sera un peu plus cher après coup. Je vous conseille effectivement les jantes en 18 pouces, mais effectivement si on a un coup de cœur pour les jantes en 19 pouces, on n'est pas forcément très raisonnable et puis on peut craquer pour les jantes un petit peu plus grandes. De profil, eh bien c'est une voiture très aérodynamique comme on l'a dit. Le profil il n'a pas changé par rapport à la version de 2019, ça reste pratiquement le même. On n'a pas de vitrage arrière surteinté, ça c'est un petit peu bête. On l'a sur le modèle Y, on ne l'a pas sur la modèle 3. On profite d'un très beau toit panoramique qui est coupé en deux ici, contrairement au modèle Y là encore. Mais on a vraiment une surface vitrée qui est magnifique à l'intérieur. Ça donne vraiment énormément de luminosité à l'intérieur, c'est juste magnifique ce toit panoramique. Et puis voilà, on a des poignées de porte affleurantes ici. Alors des fois c'est peut-être pas super pratique de presser comme ceci quand on a des choses dans les mains par exemple. C'est un petit défaut entre guillemets de la modèle 3. Personnellement ça m'a jamais vraiment dérangé parce que j'aime bien leur dessin. Je trouve que ça fait vraiment très moderne. Mais voilà, je peux comprendre que certaines personnes trouvent que c'est un petit défaut. Et voilà pour le profil, on va passer à l'arrière. Et à l'arrière, les feux ont été redessinés, des feux au style de Renault Capture. Oups! Mais bon, c'est vrai que ça ressemble à s'y méprendre, mais dans tous les cas, je trouve que ça fonctionne bien, c'est assez joli. Il y a le logo Tesla en toutes lettres. On n'a pas de petit spoiler ici qui était disponible par exemple sur la Performance. Ça peut peut-être arriver sur une prochaine version Performance ou l'Audi Cruise, on ne sait pas. Le logo Dual Motor ici pour la version justement long range. Sinon, bon, c'est assez classique. Pas de capteur non plus à l'arrière, mais on dispose d'une caméra de recul. J'ai oublié de le préciser, on n'a pas de caméra à l'avant, ça c'est un peu bête au niveau des stationnements, c'est un petit peu problématique des fois effectivement. Un bouclier pas très sportif, mais il a été quand même redessiné par rapport à l'ancienne modèle 3. Ça lui donne un look un petit peu plus dynamique à l'arrière. Dans l'ensemble, le design, je trouve qu'il est validé. Moi, j'aime bien les nouveautés sur cette modèle 3. Après, effectivement, de profil, ça reste la même voiture qu'avant. C'est un dessin qui a maintenant 6-7 ans, je crois, vu qu'elle a été présentée aux États-Unis. Encore plus tôt que 2019, je crois qu'elle a été présentée en 2016, il me semble. Donc, c'est un dessin assez vieux, entre guillemets, mais ça fonctionne toujours bien et c'est une voiture quand même assez moderne. Et à l'intérieur aussi, c'est assez moderne, on verra juste après. En option, on peut avoir un attelage sur cette modèle 3 qui peut tracter jusqu'à 1000 kg de charge freinée. C'est raisonnable sans être exceptionnel. Si vous avez besoin de plus de charge tractable, il faudra se tourner vers un modèle Y qui dispose de 1600 kg de tête ou un modèle X qui dispose de plus de 2 tonnes, il me semble. Voilà pour l'attelage, on va passer maintenant au coffre à ouverture électrique avec le petit bouton juste ici. On peut aussi ouvrir le coffre via l'application mobile que je vous présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. L'ouverture du coffre, c'est peut-être le plus gros défaut de cette modèle 3. Effectivement, on n'a pas de haillons, donc on a de mal. La hauteur ici, elle est assez limitée, donc pour transporter des objets un peu encombrants, ça sera compliqué. Là encore, si vous avez besoin de transporter des choses plus volumineuses, il faudra se tourner plutôt vers un modèle Y. Le coffre est d'une excellente capacité, on a énormément de place. Moi, je suis parti personnellement en vacances avec ma famille à 4 personnes pendant 10 jours. Aucun problème, on avait bien assez d'espace. On a aussi un coffre à l'avant, on le voit juste après. On a un immense double fond ici. Les ailes sont creusées. On a un coffre qui est très profond. On peut rabattre les banquettes, ça forme un plancher un petit peu incliné, mais ça passe encore. La banquette est en 2 tiers, 1 tiers. À noter qu'on n'a pas de trappe à ski. Ça, c'est un petit peu dommage aussi pour ceux qui font du ski. Pour partir en ski, il faudra baisser le siège arrière droit pour positionner les skis dans le coffre. Si on part à 4 personnes, la 4e personne sera donc assise sur le siège du milieu qui est un petit peu plus ferme, donc ça c'est pas giga pratique non plus. Alors il faudra investir dans un porte-ski à mettre sur le toit par exemple. Petite précision encore au niveau du coffre, il y a des améliorations qui ont été bonnes à prendre par rapport à l'ancienne modèle 3, notamment au niveau des plastiques ici qui ne sont justement plus en plastique mais en petite feutrine, donc ça c'est très bien. Ça va être beaucoup plus durable je pense, étant donné que sur notre modèle 3 à la maison, pourtant on fait attention, on a quand même pas mal de rayures sur ces plastiques ici au niveau du coffre. On a vraiment des très beaux matériaux dans le coffre, il y a de la feutrine partout, ça c'est génial dans cette gamme de prix là, c'est encore bon à prendre. Et puis dernier élément, on a les feux qui sont en une partie, donc ici on n'a plus de feux, mais heureusement qu'on a des petits feux ici en dessous, donc les feux de nuit et aussi les feux de recul qui sont directement en dessous. Ça c'est aussi bien pratique, enfin bon c'est la loi en somme, mais voilà tout le coffre électrique. C'est génial, on a double vérin aussi, d'ailleurs ça c'est nouveau, ça sera aussi plus durable. Passons maintenant au coffre à l'avant. On peut ouvrir le coffre avant depuis l'application Tesla ou aussi depuis l'écran central. Tac. Ça aussi c'est bien pratique, on n'a pas de sécurité ici, donc ça c'est super pratique pour l'ouvrir comme ça. Sur d'autres voitures électriques, des fois il y a des petites sécurités ici en bas.
Et puis le coffre est d'une bonne capacité. Ici, on peut ranger son câble de recharge par exemple, mais aussi des sacs à dos, des sacs de sport ou tout autre objet. Donc ça, c'est génial. Au niveau de l'entretien, vous voyez, il n'y a aucun entretien pratiquement sur une voiture électrique, sauf le liquide lave-glace à remplir. Juste ici, ça aussi, c'est bien pratique. Avant, il était positionné ici en haut. On pouvait en mettre un petit peu dans le frunk si jamais on visait pas très bien. Donc ça, c'est tout bénef là encore. Voilà tout pour le frunk. Et puis pour le refermer, il faut y aller très délicatement selon le manuel d'utilisation de la Tesla. Hop, voilà, c'est parfait. Passons à l'arrière. Et à l'arrière, cette Model 3 est assez habitable sans être exceptionnelle non plus. Bon, je suis assez grand. Le siège de devant est réglé à ma taille. Je fais 1,88 m et j'ai une position de conduite assez sportive. Le bruit des portes est très bien, c'est très premium par rapport à l'ancienne Model 3. La banquette est assez inclinée quand même ici en avant, donc la position elle n'est pas génialissime non plus. Le plancher est assez haut, comme c'est une voiture électrique, eh bien les batteries sont sous le plancher, donc le plancher est un peu plus haut que sur une voiture thermique. Après, ça va quand même, on est descendu comme je l'ai dit jusqu'à Faro, donc on a fait 2000 km à 3 personnes, donc un tiers du temps j'étais à l'arrière. Et puis ça s'est bien passé quand même, j'ai pas eu mal au dos ou quoi que ce soit, donc c'est allé. Et puis on fait des pauses toutes les 2 à 3 heures de toute manière vu qu'on doit recharger la pile. Sinon, ce toit panoramique, il est génial. J'ai une bonne position quand même. J'ai assez d'espace au coude quand même. Si on est 3, effectivement, on sera peut-être un petit peu plus à l'étroit. Les matériaux sont très valorisants. On en reparle juste après à l'avant. On dispose, ça c'est nouveau, d'un écran à l'arrière. Ça c'est très pratique. Par exemple pour les enfants, ça c'est assez chouette. Pour l'instant, on ne peut pas encore connecter d'écouteurs en Bluetooth, mais ça viendra a priori via une mise à jour logicielle. 2 prises USB-C, une ventilation à l'arrière. Un accoudoir qu'on peut descendre comme ceci, hop, qui est assez premium là encore, avec 2 porte-gobelets, très très bien. Les sièges à l'arrière sont perforés, par contre ils ne sont pas ventilés, mais ils sont chauffants de série, ça c'est génial, tout comme le volant qui est chauffant aussi d'ailleurs. Voilà tout, on a des petites pochettes encore juste ici au niveau des sièges, un plancher totalement plat, on n'a pas de tunnel de transmission, comme les 2 axes ne sont pas reliés entre eux. Je crois que j'ai fait le tour à l'arrière, il me semble n'avoir rien oublié. Le matériau des sièges est assez valorisant. Là encore, on a le choix en 2 intérieurs, du blanc et du noir. J'ai une petite préférence personnelle pour le blanc, mais dans ma famille, les autres préféraient le noir, donc on a choisi le noir finalement. Avec regret quand même, je préfère l'intérieur blanc. Il est facturé un petit peu plus de 1000 francs suisses ou 1000 €, mais effectivement, ça apporte encore plus de luminosité dans l'habitacle. Et si vous avez peur au niveau de l'entretien des sièges, pas de panique, vous pouvez juste passer un chiffon un peu humide avec des produits spécifiques, et puis ça se nettoie parfaitement bien, rien à dire, et les sièges sont aussi assez durables. Donc voilà pour l'arrière, passons maintenant à l'avant. Avant de passer à l'avant, un petit mot sur l'application mobile Tesla qui est très bien. C'est une des rares applications qui fonctionne vraiment bien. Chez Mercedes, BMW, ça fonctionne aussi bien. Chez les autres concurrents, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus aléatoire au niveau de leur fonctionnement. On peut ouvrir, fermer la voiture directement depuis l'application. On peut ouvrir le port de recharge. Hop, le refermer. On peut ouvrir le coffre à l'avant aussi, le coffre arrière également. On a tous les contrôles ici. On peut klaxonner. Oups. On peut clignoter les feux à l'avant aussi si jamais notre voiture est perdue dans un parking de nuit par exemple. On peut activer la climatisation, les sièges chauffants, le volant chauffant depuis l'application directement via l'onglet ici. On peut voir la géolocalisation de la voiture, ça c'est parfait. On peut planifier un itinéraire aussi directement via l'application. On peut lancer l'itinéraire via la voiture, par exemple via Google Maps. On peut créer son itinéraire et après hop, l'envoyer dans la voiture, ça c'est génial. On peut aussi planifier un itinéraire avec les bornes de recharge sur notre chemin. On peut planifier la recharge si on veut charger en heure creuse par exemple, donc pour bénéficier de bons tarifs au niveau de l'électricité. On peut autoriser ou non la clé sur le téléphone, donc en fait on n'a pas besoin de clé physique, on a juste son téléphone, on peut justement arriver vers la voiture, on ouvre la porte, elle s'ouvre automatiquement, on n'a pas d'interaction à faire en fait, dès qu'on a le téléphone dans la poche, ça fonctionne du premier coup, c'est génial. On peut mettre un mode voiturier par exemple, si jamais on n'a pas envie que le voiturier fasse des accélérations avec notre voiture. On peut activer un limiteur de vitesse si on prête notre voiture à des gens dans lesquels on n'a pas trop confiance, par exemple. On peut activer le mode sentinelle aussi, c'est un mode qui va surveiller en permanence l'environnement de la voiture grâce aux caméras qui sont disponibles tout autour de la voiture. En France, par exemple, on peut aussi avoir accès aux caméras à distance. On peut voir s'il y a quelqu'un à côté de notre voiture, ça c'est super pratique. Si jamais la voiture est garée sur un parking de nuit un peu glauque, on peut vite vérifier s'il n'y a personne autour de la voiture avant d'aller vers sa voiture. Bref, la connectivité, elle est géniale dans cette Model 3. On peut aussi cliquer sur des mises à niveau. On peut acheter par exemple l'EAP ou bien le FSD, donc c'est des systèmes de conduite semi-autonome encore améliorés avec du parking automatique ou bien du changement de voie automatique aussi sur autoroute. On y revient juste après. Bref, l'application elle est au top du top, ça fonctionne super bien. On a aussi des statistiques sur la recharge, etc. C'est vraiment nickel bleu ciel comme je dis. Hop, et c'est parti, passons maintenant à l'avant. Let's go.
La portière est très qualitative, on a de très beaux matériaux, ça change vraiment par rapport à l'ancienne modèle 3, que ce soit en partie haute mais aussi en partie basse, on a des plastiques très moussés, donc ça c'est très bien, ça fait vraiment premium. C'est mieux que ce qu'on peut retrouver sur des Audi, BMW à 100, 120 000 francs suisses ou euros, donc vraiment c'est très bien. On profite d'un double vitrage à l'avant mais aussi à l'arrière, ça c'est très bien pour les bruits de roulement, les bruits d'air, etc. C'est au top du top. Encore un petit mot sur les bruits de roulement, la voiture est livrée de série avec des pneus Hankook Ion spécifiques pour voitures électriques avec des mousses absorbantes de bruit, ça c'est très bien. Voilà tout, on a un éclairage d'ambiance aussi très joli de nuit, il ne dérange pas, en fait il n'y a pas de reflet donc ça c'est très bien. Le petit bouton pour ouvrir la portière ici qu'on connaît déjà, et les vitres, tout ce qu'il y a de plus classique. Les rétroviseurs par exemple, il faudra les régler via l'écran central. Hop, je vais m'installer, on s'installe très facilement et le bruit à la fermeture de la portière il est très premium aussi. Très bien, beaucoup mieux qu'avant également. On a aussi un petit crochet que j'avais oublié de vous présenter dans ma vidéo du mois passé, je crois à Zurich, quand j'avais fait la présentation statique. Des petits crochets ici en bas qui permettent justement un peu plus de sécurité. A priori, c'est ce qu'on m'a dit chez Tesla, mais aussi je pense au niveau du bruit, c'est peut-être un petit peu mieux. Le volant. Le volant, moi je l'aime bien, j'adore. J'ai déjà roulé pas mal avec cette voiture là. J'adore le volant, le matériau est très bien. On a un petit renfoncement juste ici pour caler ses pouces. La position des mains sur le volant, elle est géniale. J'adore, vraiment c'est top. On n'a plus de commodo. Donc, c'est-à-dire que pour mettre la marche avant, ça sera via l'écran. Ça fonctionne plutôt bien. Le changement de rapport, ça fonctionne ici sur l'écran, mais il faut avouer quand même que c'était un petit peu plus pratique quand on avait un commodo juste sur la droite. Par contre, un des plus gros défauts de cette voiture, c'est quand même l'absence de commodo sur la gauche pour les clignotants. On en reparlera un petit peu plus tard à la conduite. D'ailleurs, on a des raccourcis sur le volant, donc notamment au niveau des clignotants, les phares, mais aussi un raccourci pour activer la caméra ici, ou bien les essuie-glaces, ou bien la commande vocale encore. J'aime bien le feeling sous ces boutons parce que ce n'est pas des vrais boutons, mais ce n'est pas non plus des boutons 100% en retour haptique. Donc c'est un bon mélange des deux, c'est très bien. Donc le volant, il est validé. On n'a pas d'affichage tête haute non plus, ce n'est pas disponible dans l'option comme c'est disponible sur beaucoup d'autres voitures électriques ou voitures tout court. On a la vitesse qui est tout le temps affichée ici sur l'écran. Personnellement, ça ne m'a jamais dérangé d'avoir la vitesse juste ici, c'est dans l'angle de la vision, je trouve. On ne doit pas quitter la route des œufs pour regarder la vitesse, donc ça je trouve, on s'y fait très rapidement. Mais je peux comprendre quand même que quand on paye une voiture 50, 60 000 francs suisses ou euros, on peut vouloir peut-être un écran derrière le volant ou encore un affichage tête haute. Ce n'est pas disponible chez Tesla, c'est la vision de la marque justement d'avoir quelque chose de très clean, très moderne à l'intérieur, sans superflu. Les matériaux sont très beaux dans cette nouvelle modèle 3. Sur la planche de bord, on a une sorte de tissu très joli. On a des matériaux moussés aussi en haut, mais aussi en bas. On a de la feutrine aussi en bas, partout dans la voiture, c'est très bien. On n'a plus de plastique qui peuvent se rayer assez facilement. On dispose de 2 pads de chargement sans fil pour téléphone qui fonctionnent très bien. Les téléphones ne deviennent pas trop chauds, donc ça c'est génial et ça charge super vite. La nouvelle console centrale ici avec des beaux rangements aussi, un beau matériau également. Des choses coulissantes comme ceci avec 2 porte-gobelets et un énorme rangement très profond, ça c'est super pratique, j'ai toujours adoré les rangements chez Tesla. La coudoir centrale aussi avec beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur, avec un aimant comme ça, c'est très bien. Les sièges, ils ont un bon maintien latéral, j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu mieux qu'avant. Les sièges sont chauffants, ventilés, ça fonctionne super bien. On a une boîte à gants aussi à ouverture tac, depuis l'écran. Petite boîte à gants quand même, assez petite, mais ça suffit pour ranger les papiers du véhicule. Avec un aimant, d'ailleurs, ça fait un bruit un petit peu spécial. Ici, au niveau du pare-soleil, c'est très bien avec un petit miroir. Tout va bien, c'est très qualitatif aussi. Un beau rétroviseur aussi. On voit plutôt bien à l'arrière sans être exceptionnel non plus, parce qu'on a une plage arrière qui est un petit peu, qui remonte un peu. Donc la vision à l'arrière n'est pas terrible. Heureusement qu'on peut avoir les caméras juste ici. Et puis au niveau des rétroviseurs aussi, ça passe, mais ce n'est pas des rétroviseurs immenses non plus. Mais ça fait quand même le travail comme ceci. Hop! Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau de la présentation de l'habitacle. On va passer maintenant au software de cette voiture et ça, c'est très intéressant. Je vais faire une petite présentation de cette interface qui est quand même un des avantages majeurs de cette Model 3. Sur la partie gauche, on a tout ce qui est sur le véhicule, donc la vitesse, les rapports, par exemple, le pourcentage de batterie. Si on clique dessus, on a l'autonomie aussi estimée en kilomètres, donc c'est une autonomie officielle, on n'atteindra pas cette autonomie juste ici. On peut ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, la trappe de recharge. On a une petite animation de la voiture, c'est très sympa. On a des petits raccourcis ici avec la musique par exemple, les consommations, la pression des pneus directement ici en bas, donc ça c'est très pratique. Et puis on a cette magnifique carte ici sur la gauche qui fonctionne très bien, vous voyez.
On a un processeur très puissant, ça fonctionne super bien, c'est super fluide. Donc ça, c'est littéralement la meilleure carte que j'ai pu voir sur une voiture. Pourtant, j'ai testé, je crois, plus de 50 véhicules électriques sur ma chaîne YouTube. Chez Tesla, ça reste quand même super. On a tous les points d'intérêt aussi. On voit la carte, voilà, c'est juste magnifique. Donc cette carte, elle est au top du top. On a aussi un très bon planificateur d'itinéraire intégré. Si je vais par exemple à Nice, ici, vous le voyez, le clavier, ça fonctionne super bien. C'est très rapide aussi. Hop, Nice, France, en 3 secondes, elle va me trouver des bornes de recharge sur le chemin. C'est génial. Tac, elle calcule. Elle m'a dit que je dois rouler à 120 km/h minimum pour atteindre ma prochaine destination. Elle m'affiche 1h15 de recharge. Donc ça, c'est la suggestion de la voiture. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer juste sur la droite et je vois les autres superchargeurs sur mon chemin. Donc par exemple, au lieu de m'arrêter où la voiture me le propose, je pourrais m'arrêter aussi, par exemple, faire un tout petit détour ici vers Dijon ou m'arrêter 5 minutes juste ici à Val-de-Meuse. Je l'ajoute à l'itinéraire et la voiture va recalculer l'itinéraire. 2 stops seulement pour descendre depuis Nancy jusqu'à Nice, c'est génial. Et ici, vous voyez, hop, elle recalcule directement où je dois m'arrêter. La voiture préconditionne aussi automatiquement sa batterie pour atteindre les 250 kW de puissance. Donc ce planificateur d'itinéraire, il est plutôt bien. On a peu de choix de personnalisation. Je ne peux pas par exemple choisir d'arriver à Nice avec 50% de batterie, ça j'aimerais bien. La voiture me dit 12%. Donc je devrais rester un petit peu plus longtemps à Orange ou m'arrêter encore une dernière fois avant d'arriver à Nice en cherchant les superchargeurs sur le chemin, par exemple. Et en utilisant ce planificateur d'itinéraire Tesla, on sera obligé de s'arrêter chez Tesla. On pourra difficilement s'arrêter ailleurs. Alors certes, on a certaines stations qui sont répertoriées sur la carte, donc des autres stations, pas seulement des stations Tesla, mais c'est très limité. Si on décide de s'arrêter ailleurs que chez Tesla, on pourra utiliser des applications mobiles tierces et envoyer la destination directement sur l'écran de la Tesla. En bas à gauche, on a le petit logo de la voiture avec tous les réglages du véhicule, des réglages qui sont d'une manière très lisible, très bien ordonnés ici, donc ça c'est génial. On peut se régler par exemple la hauteur ou la profondeur du volant, comme ceci, avec la molette sur le volant. On a le réglage des rétroviseurs aussi, pédalier direction, on peut choisir le mode confort ou le mode standard pour l'accélération. 3 niveaux de direction assistée, ça c'est très pratique. Rapport auto en sortie de parking, c'est la voiture qui va déterminer elle-même si on va en marche avant ou en marche arrière. Bien évidemment, on peut changer ça aussi. Le slip start pour se libérer si jamais on est coincé. L'onglet recharge pour déverrouiller la prise de recharge par exemple. Régler l'ampérage si on charge à la maison et qu'on veut charger à une vitesse un petit peu plus réduite. Par exemple, si on veut optimiser ça avec notre production photovoltaïque. On peut aussi planifier des départs, comme ça en hiver la voiture sera chaude quand on part. Si on finit la recharge dès qu'on part. On a tous les réglages de l'autopilote aussi, donc la conduite semi-autonome de chez Tesla, avec pas mal de réglages aussi ici, donc ça c'est très pratique. Les verrouillages avec les clés par exemple. L'éclairage aussi, on peut régler l'éclairage d'ambiance directement de l'habitacle avec les feux aussi qu'on peut régler juste ici. L'affichage si on veut le mode sombre par exemple, un mode automatique ou le mode clair. Et aussi un mode nettoyage d'écran pour passer un petit chiffon sur l'écran aussi. Enfin bref, la connectivité est géniale ici. Tous les trips, donc tous les compteurs de consommation, la navigation, donc tous les réglages, sécurité également et entretien. Avec aussi beaucoup de réglages au niveau de l'entretien, par exemple le mode lavage qui va permettre de verrouiller par exemple la trappe de recharge si jamais on passe un nettoyeur à haute pression pour pas que la trappe de recharge s'ouvre. Donc ça c'est super pratique. On a quelques petits widgets ici en bas, donc on a des petits raccourcis qu'on peut personnaliser. Si par exemple je veux mettre la radio ici en raccourci, hop, je la glisse comme ceci. Donc on peut personnaliser toute cette barre. On peut ouvrir par exemple Spotify qui est directement inclus dans la voiture avec la connectivité premium qu'on paye environ 10 € par mois. Donc on a un compte Spotify d'inclus avec justement toutes les musiques ici, ça c'est vraiment génial. Des petits graphiques de consommation aussi très bien, consommation en stationnement également, les consommations moyennes sur les trajets. La dashcam, donc on a une dashcam intégrée, on peut enregistrer certains éléments de la route. Si jamais il y a un accident, on peut avoir accès à l'accident directement via les caméras de la voiture. On a pas mal d'autres choses, le réglage des sièges chauffants, du volant chauffant directement via l'écran. On peut aussi les mettre ici en bas en raccourci, bien évidemment, donc ça c'est bien pratique. Il y a également le réglage de l'écran arrière qu'on peut verrouiller si jamais on a des enfants par exemple. On peut aussi bloquer l'écran arrière pour pas qu'il n'y ait accès. Donc ça c'est assez pratique également. Bref, on a pas mal de petites applications très sympathiques ici. Les réglages de la ventilation directement avec les flux d'air comme ceci. On peut les écarter aussi, les mettre plus haut, plus bas. Il y a une climatisation bizone. On peut régler aussi la puissance de ventilation comme ceci. On a tout ce qu'il y a plus classique, les petits boutons sur la gauche
comme ceci. Il y a un mode camping aussi, donc on peut dormir dans sa voiture. La voiture va laisser la ventilation, le chauffage toute la nuit allumé pour permettre d'avoir une chambre entre guillemets très confortable pour camper dans sa voiture. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite. On a aussi un mode chien si jamais on laisse son animal de compagnie dans la voiture, donc on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres, on aura directement une ventilation. Donc voilà, la connectivité ici elle est au top. On peut aussi régler la climatisation à l'arrière avec les sièges chauffants à l'arrière. Et le réglage du volume est ici en bas. On peut régler aussi toutes les options du son. D'ailleurs le son il est très bon sur cette version long range. Il y a des caissons de base dans le coffre, ce qui n'est pas disponible sur la version propulsion. C'est aussi une petite différence qu'il y a entre ces deux versions, entre la propulsion et la long range. Donc voilà, cette connectivité elle est exceptionnelle. C'est vraiment un atout majeur de cette voiture. Passons maintenant à la conduite. Pour démarrer le véhicule, on s'attache, bien entendu, le pied sur le frein et la voiture sélectionne automatiquement le rapport. Si je vais aller en marche arrière, je glisse comme ça sur l'écran. On a une très belle caméra à l'arrière, d'une très bonne qualité, très grande, avec des répétiteurs aussi des caméras sous les rétroviseurs, donc ça aide bien. Les rétroviseurs se baissent automatiquement en marche arrière, on peut régler aussi ça dans les réglages bien entendu. Donc à l'arrière, c'est au top du top. Par contre, si je me mets en marche avant, voilà, on n'a pas de caméra à l'avant, pas de vue 360 non plus. Et les capteurs de stationnement, ce n'est pas ceux qui fonctionnent le mieux parce que justement, on n'en a pas. C'est Tesla Vision. J'en ai fait une vidéo détaillée. Tesla Vision, ça ne fonctionne pas vraiment super bien. Bref, Tesla Vision, ce n'est pas au top du top. Et quand on achète une voiture à cette gamme de prix-là, on s'attend quand même à avoir des aides au stationnement qui fonctionnent un peu mieux. Comme j'ai dit, pas de caméra à l'avant, pas de vue 360. Si on achète même une Cupra Born par exemple, qui est dans les mêmes gammes de prix, on peut avoir des vues 360 également. Donc c'est un petit peu décevant au niveau des aides au stationnement, surtout que c'est une voiture assez longue, 4,70 m et 1 il me semble, qui braque pas super bien. Donc pour se stationner, c'est pas son point fort. Après en marche arrière, ça fait très bien l'affaire, ça m'a jamais dérangé. On a des très bonnes aides au stationnement à l'arrière, mais à l'avant c'est un petit peu délicat. Or ici, en descendant les rampes de parking, la voiture s'excite un peu, elle me dit stop à chaque fois. Voilà, au niveau de ces aides de stationnement, c'est pas génialissime. Hop, mais on s'en sort quand même, j'ai rien touché. Ça me stresse, ces petits bips là, ça me stresse. Mais bon, c'est le cas dans beaucoup de voitures quand même. Et c'est parti. Alors, hop, ça me stresse. Ces petits bips là, ah, bah, les essuie-glaces s'allument, on ne sait pas pourquoi. Voilà, la voiture croit que j'ai foncé dans le mur, mais non. Bon, les essuie-glaces. Alors voilà, petit défaut, les essuie-glaces, on en reparle juste après, mais c'est pas génial. Alors, on a un petit bruit artificiel ici, très léger en marche avant, un petit peu plus prononcé en marche arrière, pardon. Mais c'est assez agréable ces petits bruits, ça passe. C'est un peu moins fort que sur l'ancienne Model 3, il me semble. Première chose qu'on remarque, bien évidemment, la conduite de cette Model 3, c'est son silence, encore amélioré par rapport à la précédente Model 3. Donc au niveau du silence, c'est quand même très bon dans cette Model 3. Bon, ici, on est sur des pneus hiver Pirelli Soto 03, donc un peu moins silencieux que les Hankook Ion, il me semble. On peut régler la direction sur 3 niveaux. En mode confort, la direction reste quand même assez ferme par rapport à d'autres voitures, mais ça reste vraiment très bon au niveau de la direction. C'est une direction très précise. En mode sport, donc en mode ferme, la direction devient très dure et ça c'est assez fun. On a vraiment l'impression de rouler un petit kart. Donc ça c'est très bien au niveau de la direction. Moi j'aime bien et j'adore, comme j'ai dit avant, j'adore vraiment la prise en main du volant qui est très bonne. Il y a un travail qui a été fait sur les suspensions à bord de cette Model 3. Ici sur une route un peu dégradée, je ressens beaucoup moins les aspérités de la route par rapport à l'ancienne Model 3. Ça reste une voiture quand même, je dirais, typée assez ferme, assez sportive, mais ça passe, c'est bien mieux qu'avant au niveau du confort. Franchement, c'est très bon quand même. À cette gamme de prix-là encore, ça reste tout à fait correct au niveau du confort. On a une récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand on lâche la pédale de droite, donc la pédale d'accélérateur, la voiture va décélérer pour récupérer de l'énergie dans sa batterie. C'est, j'en suis convaincu, le système de récupération qui fonctionne le mieux sur toutes les voitures électriques que j'ai essayées. Pourquoi? Premièrement, on a une récupération qui est forte. Ce n'est pas la plus forte du marché, mais elle n'est pas dérangeante. Certaines voitures électriques qui ont des récupérations très fortes, des fois on peut se sentir un petit peu mal dans certaines voitures, suivant qui. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que certaines personnes, des fois, se sentent un petit peu mal. Ici, dans cette Model 3, la récupération est forte sans être trop forte, sans être brutale, donc ça c'est très bien. Et elle va jusqu'à l'arrêt complet, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter totalement sans presser la pédale de frein. Ça c'est génial et l'arrêt se fait vraiment en douceur. Déjà, il y a peu de voitures qui proposent des récupérations qui vont jusqu'à l'arrêt complet. Et en plus, sur les voitures qui proposent une telle récupération, des fois l'arrêt se fait un petit peu brusquement. Donc là, c'est génial. Et surtout, si on est en forte pente, la voiture va rester bloquée. Elle ne va pas partir en arrière, par exemple, si on est en marche avant. Donc ça, c'est génial aussi au niveau de la récupération. C'est vraiment la récupération la meilleure qui est disponible sur le marché actuellement des voitures électriques. En ville, la visibilité est plutôt bonne sans être exceptionnelle non plus, comme j'en ai parlé avant. On voit pas extrêmement bien dans la lunette arrière, on voit plutôt bien dans les rétroviseurs latéraux.
donc ça passe. La position de conduite est très agréable aussi avec l'accoudoir central avec une très bonne hauteur ici, ça c'est parfait. Idem à gauche, c'est génial, je suis très bien installé dans cette Model 3. Pourtant je suis assez grand et pourtant j'ai bien assez de place au niveau des jambes, et aussi au niveau des bras, etc. Il n'y a aucun problème, je suis très à l'aise dans cette voiture. Un petit exemple de récupération, ici je vais doser mon pied droit pour décélérer. On voit ici avec les pointillés, enfin le trait vert, donc ça récupère de l'énergie. Là j'accélère encore un peu et là je relâche. Et là, la voiture s'arrête jusqu'à 0 km/h. Ça, c'est parfait, c'est génial au niveau de cette récupération. C'est la grande classe. J'adore conduire cette voiture justement grâce à son système de récupération d'énergie qui est le meilleur du marché, je le répète. Les clignotants sur le volant ici, donc je dois tourner à droite. Je presse le bouton sur la branche gauche du volant. Alors comme ceci en ville, ça passe, hein, ces clignotants. Alors moi, ça fait, donc j'ai roulé, je crois, 2500 km en Tesla Model X. Qui a des clignotants également sur le volant. Ça fait 3 jours que j'ai cette Model 3 ici. Je dois dire, je ne m'y suis pas encore vraiment habitué parce que je cherche toujours un peu le positionnement des flèches sur le volant. Je sais laquelle est laquelle. On a aussi une petite barre au milieu pour séparer les deux boutons, mais c'est toujours un peu difficile de les trouver sans regarder le volant. Je prends le temps vraiment, j'essaie de me concentrer pour ne pas les regarder quand je les presse, hein, ces touches. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je pense qu'on s'y habitue au fur et à mesure. Mais il faut quand même reconnaître, un commodo sur la gauche, c'est plus pratique que des boutons sur le volant. Surtout quand on a le volant qui est tourné, par exemple, dans les giratoires. On va faire un exemple après. Par exemple ici, typique, voilà, vous avez vu, il y a une voiture qui arrête, j'ai dû vite me déporter sur la gauche. J'ai quand même dû regarder le volant pour mettre mon clignotant. Donc ça, c'est un petit bémol de cette Model 3. Par contre, c'est très bien, là vous l'avez vu, j'ai changé de voie, je me suis mis à droite. Le clignotant s'est enlevé automatiquement dès que j'ai changé de voie. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est chouette aussi, mais ces petits boutons sur le volant, ils sont bien mieux que sur un Model X ou une Model S, mais ils ne sont pas géniaux quand même. C'est dommage, surtout dans des giratoires ou surtout quand on a des situations comme ça où on doit vite déboîter à gauche ou à droite. Par mesure de sécurité, bien évidemment, il faut mettre son clignotant. Et ici, il faut se concentrer, il faut faire une étape de plus pour vite regarder le volant, vite regarder quel bouton presser. Donc ça, c'est un peu délicat, ces clignotants. Après, selon moi, ce n'est pas non plus un no-go, ce n'est pas non plus un critère rédhibitoire dans l'achat du véhicule. C'est peut-être un critère supplémentaire qui va faire pencher la balance d'un côté de l'achat ou non, mais ce n'est pas un critère rédhibitoire non plus selon moi. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas d'acheter une nouvelle Model 3 comme ça, ce n'est pas un critère rédhibitoire pour ma part. Alors par exemple, ici, vous le voyez, les essuie-glaces automatiques ne fonctionnent pas très bien. J'en ai fait les frais quand je suis allé rechercher la voiture à Zurich. J'ai fait un long trajet de Zurich jusqu'à chez moi. Il pleuvait beaucoup. On a les essuie-glaces automatiques directement ici. Donc on peut les régler sur l'écran central. On peut les mettre en arrêt 1, 2, 3, 4 ou bien les mettre en automatique. Donc moi je les laisse en automatique. Mais des fois ils ne fonctionnent pas très bien. Des fois ils ne s'allument pas. Des fois ils ne fonctionnent pas assez rapidement. Donc on ne voit plus rien. Ou des fois, à contrario, quand il y a un peu du soleil dans la caméra, les essuie-glaces s'enclenchent vraiment d'une manière très très rapide. Pourquoi? Parce que Tesla a fait le choix de ne pas utiliser des capteurs d'humidité sur le pare-brise, mais tout se fait via une caméra, donc tout se fait via justement des images que la voiture analyse grâce à son très bon processeur et grâce à l'intelligence artificielle. Mais justement, pour l'utilisateur final, ça fonctionne moins bien qu'avec une voiture qui a des capteurs normaux, donc toutes les autres voitures mises à part Tesla. Il faut quand même le reconnaître. Des voitures très bon marché ont des essuie-glaces automatiques qui fonctionnent mieux que sur cette Tesla. Donc des fois, il faut jouer un peu manuellement en pressant le bouton sur le volant et en sélectionnant la position entre 1, 2, 3 et 4 sur l'écran pour faire marcher les essuie-glaces de la manière dont on le souhaite. Ça, il faut le savoir. Donc voilà tout pour la ville. Je crois qu'on a fait le tour maintenant au niveau de la conduite en ville. J'espère que j'ai rien oublié. On va passer maintenant en conduite sur voie rapide pour voir un peu qu'est-ce qu'elle vaut cette Model 3. Une petite accélération. Voilà, on a énormément de puissance, un couple disponible de suite, ça c'est génial. Hop. Alors là, la voiture bip, effectivement, je suis à 75 km/h au lieu de 70, elle sonne. Ça, c'est une régulation nouvelle de l'Union européenne à partir de 2024. Toutes les voitures doivent sonner quand on roule trop vite, donc elles ont une lecture des panneaux intégrée. J'ai rien contre ce système, personnellement, il n'y a aucun problème, je trouve. Tant que la voiture lit correctement les panneaux. Effectivement, si elle sonne alors qu'elle a mal lu le panneau, c'est bien dommage. Alors ici, en l'occurrence, elle a bien lu, effectivement, j'étais à 73, donc il faut que je fasse attention. Mais on peut désactiver ce réglage juste en cliquant une fois sur le panneau que la voiture a lu. Donc ça, c'est très bien. Dans d'autres voitures, si on veut désactiver cette alerte de franchissement de vitesse, on doit aller trifouiller dans les réglages, ça prend du temps et on est déconcentré de la route, alors qu'ici, c'est juste un bouton sur l'écran, c'est parfait. Tesla a pensé aux utilisateurs finaux aussi, ceux que ça dérange justement ces alertes, parce qu'effectivement, certaines personnes ont tendance à rouler systématiquement un tout petit peu plus vite que les limitations, sans pour autant se faire radarer, comme j'appelle ça, sans pour autant se faire flasher, justement parce qu'il y a toujours une petite marge au niveau des radars.
Donc je comprends aussi ça et puis hop, on peut désactiver, donc ça c'est très bien. Et ici ça passe à 90 ou 90, je vais mettre le pied au plancher de 70 à 90, hop, on est à 90. Donc ça c'est génial. Pourquoi c'est génial? Alors c'est déjà très sûr, par exemple en entrée de giratoire, par exemple, on peut vite s'insérer comme ça. Donc on a un couple disponible de suite, on n'a pas de latence entre le moment où on presse la pédale et le moment où la puissance arrive. Ça c'est l'avantage majeur de toutes les voitures électriques, mais particulièrement chez Tesla parce que l'accélération, elle répond direct. Regardez là, hop, tac, c'est parfait, c'est génial. En plus sur cette version long range dual motor avec plus de 400 chevaux, on a vraiment énormément de puissance. Mais sur la version propulsion, bien entendu, on a aussi assez de puissance, donc ça c'est très très bien. Également sur la propulsion, le feeling sous la pédale de droite, il est très bon. C'est une pédale très précise aussi, on peut très bien doser. On n'a pas de petits jeux, on n'a pas de secousses un peu comme ça, ou bien d'effet un peu bateau entre guillemets. Donc cette pédale, elle est excellente. Idem la pédale de frein aussi, elle a beaucoup de mordant, c'est très bon. Sur certaines voitures, en pressant la pédale de frein, on peut activer la récupération d'énergie. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une vraie pédale de frein. Dès qu'on la presse, eh bien, on freine avec les freins physiques, avec les étriers de frein. Donc, ce qui procure un très bon feeling sous la pédale de frein. On a des bonnes informations qui sont remontées par la pédale. Donc ça, c'est très très bien, là encore, au niveau de la pédale de frein. Donc cette voiture à la conduite, finalement, elle a peu de défauts, en somme. En ville, on l'a vu, c'est très bien, mis à part le rang de braquage, qui lui est pas terrible, ça, il faut le reconnaître. Et puis les clignotants. Et sur route, comme ça, c'est génial. On parlera après de la conduite un petit peu plus dynamique. On est ici à 90 km/h. Je vais mettre l'autopilote, donc le système de conduite semi-autonome chez Tesla. Pour ce faire, sur cette Model 3, on a deux choix, soit presser deux fois sur la molette, soit presser une fois. On peut régler ça dans les réglages, en somme, suivant ce qu'on préfère. Donc là, je vais cliquer une seule fois. Moi, j'ai réglé comme ceci. La voiture se met à 80. Je me mets à 90, donc elle se met à la vitesse à laquelle on roulait. Là, j'augmente avec la molette ici. On peut avoir un réglage très précis de 1 en 1 km/h ou de 5 en 5. Les essuie-glaces se sont enfin enclenchés, alors que là, j'aurais bien aimé qu'ils s'enclenchent un petit peu plus rapidement quand même. Mais bon, ils sont enfin enclenchés. La voiture ici conduit toute seule, c'est-à-dire qu'elle prend le volant pour moi, j'ai plus rien à faire. Elle freine, elle accélère pour moi. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne également sur des virages plutôt prononcés, même très prononcés. Le maintien dans la voie pure et dure, il est excellent chez Tesla. On peut vraiment faire confiance à la voiture. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur leur téléphone en roulant, il y a des gens qui mangent, qui boivent, qui lisent des documents, qui travaillent en roulant une Tesla. Ce n'est pas du tout légal, hein, qu'on soit clair, c'est une conduite semi-autonome. C'est une aide à la conduite, ce n'est pas une conduite autonome, qu'on soit clair. Ce n'est pas parce que ça s'appelle autopilote que c'est un autopilote pur et dur et puis qu'on peut laisser la voiture faire. Alors certes, on la laisse faire ici, hein, je la laisse conduire, je ne fais plus rien, mais je dois surveiller mon environnement en permanence, bien évidemment, et je dois rester attentif. On n'est pas à l'abri que la voiture fasse une erreur, donne un coup de volant, lise mal les lignes, ne voit pas une voiture qui vient devant, etc. Ça peut arriver, mais chez Tesla, c'est quand même très très précis et très très fiable. Je peux vraiment faire confiance à la voiture par rapport à d'autres systèmes qui sont peut-être un petit peu plus aléatoires. Si je prends par exemple le groupe Stellantis que j'ai testé récemment avec le Jeep Avenger, des fois il est trop à gauche, des fois trop à droite, des fois il se déconnecte et il n'avertit pas quand il déconnecte son système de conduite semi-autonome. Ici la voiture, dès qu'elle voit un problème, dès qu'elle est plus capable de tenir la voie, par exemple elle va sonner, elle va biper de tous les sens pour qu'on reprenne la main sur le volant. Donc c'est une voiture très sûre à la conduite, mais la conduite semi-autonome est peut-être un petit peu intrusive dans la conduite. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop. Ici, vous le voyez, le volant il est très ferme. Je ne peux pas vraiment, par exemple, si je dépasse un camion, admettons, si je veux aller un petit peu plus à gauche, je ne peux pas. Et là, ça déconnecte le système de conduite semi-autonome. Donc, la voiture est comme sur des rails. C'est une expression qu'on utilise souvent ici chez Tesla parce qu'on a vraiment l'impression que la voiture, elle est clouée à la route, clouée aux lignes. Elle suit ses lignes parfaitement. Et le volant est très ferme. Mais justement, j'y reviens, ça nous laisse peut-être un petit peu moins de liberté dans la conduite vu qu'on a l'impression d'être sur des rails justement. Si on n'aime pas le système de conduite semi-autonome, on peut bien évidemment le déconnecter ou bien ne pas l'utiliser justement. Ça fonctionne aussi bien ici, hop, je déconnecte, j'accélère parce qu'on arrive à 110. C'est parfait, on a une très bonne accélération là encore, donc moi je me fais plaisir. Ça crame un petit peu des pneus, alors j'en ai fait une vidéo détaillée. Combien ça coûte une année en voiture électrique? J'ai fait les calculs. Je mettrai la vidéo en haut à droite. Je ne sais pas de quel côté c'est. Bref, je vous mets la vidéo en haut à droite, vous verrez combien ça coûte une année en voiture électrique, incluant les coûts au 100 km des pneumatiques, en énergie également, en dépréciation, etc. C'est une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je fais une petite promotion pour ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui est très longue, hein, que vous regardez maintenant. C'est une vidéo qui me prend beaucoup de temps, au tournage, mais aussi au montage, à la publication, aller chercher les véhicules, les tester les autonomies, les consommations, etc. Ça me prend beaucoup de temps.
Donc pour me remercier pour ce travail-là, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup par avance. Mettez un petit commentaire aussi, ça m'aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo, pour que beaucoup de gens la voient, parce que c'est une vidéo quand même qui je pense sera utile pour beaucoup de personnes qui découvriront l'électromobilité. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton en bas de cette vidéo pour vous abonner, pour ne pas manquer les prochains contenus dans plein d'autres voitures électriques. Merci beaucoup à vous. Ici, vous le voyez, il y a un virage vers la droite. L'autopilote fonctionne très bien, c'est très fiable. C'est parfait, ça fonctionne super bien. Sur autoroute, on a peu de bruit de roulement. Pourtant, ici, on est sur des pneus hiver. Pour autant, les bruits de roulement sont très bien amortis à bord de cette nouvelle Model 3. C'est une différence majeure par rapport à l'ancienne Model 3 également. On a aussi peu de bruit d'air, ça c'est très bien. C'est dû à son coefficient CX de pénétration dans l'air justement. On a très peu de bruit d'air dans l'habitacle. On a du double vitrage également, donc ça aide vraiment pour avoir un habitacle très cocooning, j'ai envie de dire. Alors certes, on n'est pas au niveau d'une BMW i7 ou d'une Mercedes EQS, etc. C'est des véhicules beaucoup plus chers bien évidemment. Mais dans cette gamme de prix-là, l'acoustique est très bonne à bord de cette nouvelle Model 3. En option, on peut choisir 2 packs de conduite semi-autonome. De série, on a l'autopilote que j'utilise maintenant. Ça, c'est 2 séries sur la voiture, ça c'est génial. Très peu de concurrents proposent des systèmes de conduite semi-autonome autant aboutis et surtout 2 séries. Donc ça, c'est très bien. Et puis en option, on peut choisir l'autopilote amélioré, l'EAP, qui propose un parquage automatique. Bon, ça fonctionne pas super bien. Personnellement, je préfère me garer manuellement moi-même et ne pas faire confiance à la voiture parce que je suis plus rapide en me garant moi-même qu'en faisant confiance à la voiture. Mais bon, c'est un petit gadget et puis c'est toujours sympa de voir que la voiture peut se garer toute seule, etc. L'EAP propose aussi une sortie automatique. Par exemple, on peut faire avancer ou reculer la voiture avec son smartphone à distance. Donc ça, c'est assez sympa. Et aussi, c'est un petit peu gadget, mais c'est quand même utile. Si jamais on a une place de stationnement très étroite, on peut faire reculer la voiture et la voiture vient à nous. Donc ça, c'est très bien pour autant qu'on ait de la connexion et pour autant qu'on soit très proche du véhicule. Mais ça fonctionne et puis c'est toujours assez fun. On peut faire la démonstration à des amis, etc. Puis même des fois, c'est peut-être un peu utile. Et on a aussi et surtout avec cet autopilote amélioré, un changement de voie automatique. Qu'est-ce que c'est? Je suis sur autoroute ici, je vais augmenter un tout petit peu la vitesse. Je clique le clignotant sur la gauche, la voiture change de voie toute seule. Donc là, je ne fais rien, je ne touche à rien. Elle a changé de voie automatiquement, donc ça, c'est très bien. C'est une option que je peux recommander si vous faites beaucoup d'autoroute parce que le changement de voie manuellement, avec l'autopilote classique, c'est un petit peu plus compliqué à faire, un petit peu plus chiant, il faut le reconnaître, parce qu'on a toujours des bruits parasites. Donc pour changer de voie manuellement, il faut clignoter, on enlève l'autopilote, ça fait un petit bruit, on change de voie automatiquement. Le clignotant s'enlève, automatiquement ça c'est bien, et après il faut réactionner l'autopilote en pressant le bouton et ça fait un petit bruit. Et quand on a de la musique, ça va baisser le son de musique, faire le bruit et augmenter le son de la musique. Donc ça c'est pas terrible quand même, il faut le reconnaître là encore. Le changement de voie automatique fonctionne très bien. Donc là la personne, je fais le test. Ça fonctionne, je dirais 95% du temps, 98% du temps, c'est très bien. Pour autant qu'il n'y ait personne dans l'angle mort, évidemment, pour autant qu'il y ait assez d'espace entre les voitures. Donc ça fonctionne bien comme ici quand il y a un peu de monde sur la route, ça fonctionne un peu moins bien quand il y a beaucoup de monde, quand on est dans des bouchons, etc. Ça ne fonctionne pas, il faut le faire manuellement également. D'ailleurs, au niveau de l'angle mort, j'ai oublié de le préciser, on a un avertisseur à gauche et à droite quand il y a quelqu'un dans l'angle mort. C'est une petite lumière rouge juste ici dans le montant A de la voiture. C'est une toute petite lumière qu'on ne voit pas vraiment. J'aurais préféré un avertisseur d'angle mort dans le miroir par exemple, ça aurait été beaucoup mieux comme c'est disponible sur beaucoup d'autres voitures. Par contre, on a aussi un avertisseur d'angle mort directement sur l'écran. Alors si je mets mon clignotant et qu'il y a une voiture à gauche, la voiture va sonner, elle va afficher les voitures ici en rouge, donc ça c'est bien. Et si je mets mon clignotant comme ici, on a un répétiteur de caméra juste ici, donc ça c'est aussi pas mal, qu'on peut bouger, qu'on peut bouger sur l'écran si on préfère le mettre là ou là par exemple. Donc entre l'autopilote normal, l'EAP et le FSD, qu'est-ce que je peux vous recommander? L'autopilote de base, ça fonctionne très bien. Moi j'ai ça, j'en suis satisfait. Si vous faites beaucoup d'autoroute où il y a peu de monde sur la route, je vous conseille quand même l'autopilote amélioré. Ça sera quand même plus pratique. Par contre, c'est assez cher quand même. C'est un tarif très élevé, je trouve, pour ce que ça apporte, juste un changement de voie automatique. Si vous pouvez le financer dans votre LLD, LOA, c'est peut-être pertinent. Si vous faites un achat comptant, effectivement, c'est plus de 3 000 €, plus de 3 000 francs suisses. C'est un peu cher quand même. Et puis le FSD, pour l'instant, il ne sert à rien. Donc c'est la conduite totalement autonome. À l'avenir, la voiture pourra conduire toute seule en niveau 3. Pour l'instant, on est en niveau 2. Ça pourrait être en niveau 3, donc un système de conduite autonome. Tesla fait beaucoup de promesses là-dessus. Elles vend un FSD depuis 2019. Pour l'instant, les clients du FSD n'ont aucun bénéfice par rapport à l'EAP, donc l'autopilote amélioré. Donc il faut le savoir. C'est un pari à prendre pour l'avenir. Si vous pensez que Tesla va sortir une conduite totalement autonome quand vous aurez encore ce véhicule-là, achetez le FSD parce qu'il a tendance à augmenter en prix selon Tesla. C'est aussi une petite technique marketing pour que vous achetiez ça.
qu'on soit clair. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est l'EAP ou rien. Le FSD, franchement, c'est 3 ou 4 000 euros francs suisses qui sont pour l'instant mis par la fenêtre parce qu'on n'a aucune fonctionnalité en plus. À l'avenir, ça changera, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose en plus. Voilà tout. Je crois qu'on a fait le tour sur autoroute. On va passer maintenant sur route nationale. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, on va parler aussi autonomie et consommation. Combien j'ai fait d'autonomie réelle avec cette voiture et quelles ont été mes consommations. A tout de suite. Passons maintenant en route nationale. Je vais accélérer. Attention, hop. On peut vraiment abuser. Vous l'avez vu en virage, j'avais le pied pratiquement au plancher. Avec cette voiture, son avantage, c'est qu'on peut abuser. Et puis, elle sera quand même très sûre. En plus, l'ergométrie motrice a très bien géré la répartition du couple sur les différents axes. Donc, c'est très bon. Au niveau de la puissance, elle est très bien répartie. C'est une voiture très sûre. Bien évidemment, il ne faut pas faire comme ça à chaque fois parce que sinon, vous allez cramer vos pneus après 5000 km ou 3000 km. Clairement, la Model 3 gère très bien la propulsion. C'est génial. Que ça soit sur neige, sur route mouillée, sur route sèche, c'est génialissime. Avant en ville, j'ai oublié de parler des dos d'âne. C'est une spécialité que vous avez en France. En Suisse, on n'en a pas autant. Ils sont très bien amortis ici dans cette nouvelle Model 3. On sent vraiment les suspensions qui sont beaucoup plus confortables qu'avant. Ça reste une voiture assez ferme, mais quand même beaucoup plus confortable qu'avant. Ici, en sortie de village, on accélère. C'est génial. Et on a quelques courbes ici. On va tester un peu la tenue de route de cette voiture. Donc ici, la tenue de route, elle est très bonne en virage, là encore. La voiture vire à plat. On a bien évidemment un centre de gravité très bas, comme beaucoup de voitures électriques, mais particulièrement sur cette Tesla. La voiture pardonne beaucoup de choses aussi à la conduite. On peut vraiment avoir une conduite très rapide sans se sentir en insécurité. Les essais rentrent très vite en jeu, par exemple. Et le freinage aussi, je vais faire un freinage un petit peu plus prononcé ici. Hop, c'est parti. Le freinage, il est très bon. Et la voiture enclenche aussi les aides électroniques si jamais on freine beaucoup plus fortement aussi. Mais le feeling sur la pédale de frein, il est excellent dans cette Model 3, sur la propulsion ou la long range. Et donc, on peut avoir des conduites très sportives, on peut vraiment s'amuser à son volant. C'est un petit kart. Cette voiture, elle est géniale pour de la conduite sportive. C'est le gros kiff. Vraiment, j'adore cette voiture pour la conduite un peu plus sportive. Vous le savez, j'aime bien conduire d'une manière un petit peu plus dynamique. Je teste souvent le dynamisme de beaucoup de voitures électriques que je teste. Et dans cette gamme de prix-là, que ce soit en propulsion ou en long range, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour la conduite sportive. Certes, il y a mieux si je prends une e-tron GT, une Porsche Taycan par exemple, c'est mieux, mais c'est 2 à 3 fois plus cher. Donc voilà pour la conduite un peu plus dynamique de cette Model 3. Hop, je me concentre pour mettre le clignotant. J'adore l'accélération linéaire de cette voiture. C'est un petit coup de cœur quand même, cette Model 3 pour son rapport qualité-prix. Certes, elle a des défauts, mais elle a énormément de qualité aussi. Donc voilà, on va parler maintenant autonomie et consommation de cette voiture avant de passer à la conclusion. J'ai fait des tests ici pour venir jusqu'à Nancy depuis chez moi. Alors je vais juste ouvrir les trajets. Je suis à 19,1 kWh au 100 km en moyenne depuis que j'ai la voiture. C'est un peu élevé certes, parce qu'il y a du vent, il y a de la pluie, on est sur des pneus hiver, j'ai une conduite assez sportive, mais c'est très bon. C'est un excellent score pour une voiture électrique. Je crois qu'il y a très peu de voitures qui consomment moins que cette Model 3, que ce soit en long range ou en propulsion. C'est très bon. Ce qui nous offre une bonne autonomie. Ici, je suis environ à 400 km d'autonomie réelle avec cette long range, avec mon style de conduite, avec beaucoup d'autoroutes, avec des accélérations assez franches. Avec la propulsion, ça sera un petit peu moins, environ 60-70 km en moins, ce qui est tout à fait raisonnable. Sur autoroute, elle aura une très bonne autonomie aussi, plus de 300 km, et puis on fera des pauses de 20-30 minutes, toutes les 2 heures, 2 heures et demie de route à peu près. Donc l'autonomie réelle est très bonne. En été, ça sera encore bien mieux, étant donné qu'en été, les voitures électriques consomment moins d'énergie. Donc on peut facilement, je pense, atteindre les 450-500 km avec cette long range en été. Et en hiver, quand il fait moins 5, moins 10 degrés, ça sera peut-être un tout petit peu inférieur que maintenant. Mais ça reste excellent au niveau de l'autonomie. Compte tenu du tarif du véhicule, c'est une très bonne autonomie. Des bonnes capacités de recharge, un excellent planificateur d'itinéraire intégré. Donc pour faire des longs trajets, c'est exceptionnel, c'est une excellente voiture. Et voilà, passons à la conclusion.
Voilà, c'était une très longue vidéo, très détaillée sur cette nouvelle Model 3. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été bénéfique et qu'elle vous a plu. En conclusion, c'est vrai que sur la partie purement électrique, cette Model 3, surtout la propulsion, elle est presque imbattable. La version long range ici, au niveau de la recharge, c'est vrai que 30 minutes, c'est peut-être un petit peu long par rapport à la concurrence. En tout cas, c'est pas plus court que la concurrence, ça reste correct, une demi-heure, surtout qu'on aura une très bonne autonomie, on l'a vu. La Model 3 propulsion, c'est selon moi une excellente voiture avec un très bon rapport qualité-prix, surtout avec le bonus en France jusqu'à la fin de l'année minimum, c'est génial. Et puis cette long range, elle est aussi très bonne, elle a beaucoup de puissance, elle a une très bonne autonomie aussi. Cette Model 3 a vraiment été améliorée, ça fait du bien, elle revient sur le devant de la scène, elle était déjà excellente, elle l'est encore plus. Elle a quelques défauts, évidemment, je les ai montrés dans cette vidéo. Aucune voiture n'est parfaite, c'est vrai qu'elle a quand même quelques défauts qui sont assez conséquents, mais dans l'ensemble, c'est une excellente voiture quand même. En comparaison avec la concurrence, sur la propulsion, c'est difficile de faire mieux. On a un excellent rapport qualité-prix. Sur cette long range aussi, sur le tarif comptant, c'est vrai que les autres sont bien plus chers si on prend des véhicules comparables. En leasing, ça serait un petit peu différent peut-être. Je vous laisse aller comparer les prix. Voilà, c'est tout pour moi, je crois. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas. L'espace commentaire est ouvert. Pour soutenir mon travail, je vous demanderai peut-être deux choses. Premièrement, un petit pouce en l'air. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup. Ça me motive aussi. Un petit commentaire et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains essais de véhicules électriques. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques bien entendu. C'était Julien, merci, à très bientôt. Bye bye.